La COP28 à Dubaï vient de se terminer et il est grand temps de faire les comptes car comme chaque année, la présidence de la COP a annoncé un accord historique. Achievement. Vous savez, c'est la même chose qu'un horoscope. Chacun pourra y interpréter absolument ce qu'il a envie dans cet accord. Donc on va prendre le temps de le creuser, mais avant, j'ai juste une petite chose à ajouter. Si Total Energy estime que cet accord conforte sa stratégie, qui est, je rappelle, d'augmenter la production de pétrole et de gaz de 2 à 3% par an d'ici 2027, c'est que ça pue. Bref, t'as capté, on va parler de la sortie des énergies fossiles, les histoires de pertes et préjudices, de la finance climatique, et faire un petit peu d'anglais. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Bonjour, je m'appelle Arthur Keller, je suis un expert des risques systémiques et des stratégies de transformation des sociétés pour se préparer, et des territoires surtout pour se préparer face à ces risques. Alors d'une manière générale, COP, je suis assez critique, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Il y a évidemment des choses très utiles qui sortent des COP, des choses, enfin, si on n'avait pas eu les COP, ce serait encore pire. Pour autant, je pars d'un constat, ça ne marche pas. C'est-à-dire que malgré les COP aujourd'hui, non seulement le problème continue de s'aggraver, mais de plus en plus vite. On peut juste dire qu'il s'aggrave un petit peu moins vite que s'il n'y avait pas eu les COP. Il continue de s'aggraver de pire en pire. On s'éloigne de la cible. Mais cette COP, elle promettait d'être la pire. Le scientifique Glenn Peters est carrément allé jusqu'à l'appeler la COP28, Conference of Petrostates. Alors la COP28, après, c'est un cas particulier, et c'est un cas, même j'ai envie de dire, extrême. Cette année, la COP se déroulait à Dubaï. Oui, Dubaï, cette merveille d'exemplarité pour les droits humains et les normes environnementales aussi. Ce fleuron de l'écologie construit en plein désert sous 40 degrés par des travailleurs migrants exploités. En gros, les Émirats Arabes Unis, c'est comme une caricature de l'Empire romain. D'un côté, vous avez 10% des habitants qui sont émiratis, et de l'autre côté, vous avez 9 personnes sur 10 qui sont tout simplement des esclaves. Des migrants, excusez-moi. Des migrants travailleurs, passeport confisqué, tout le bordel. Et Dubaï, la plus peuplée des villes des Émirats Arabes Unis, dont les émissions de CO2 par habitant flirtent avec les 20 tonnes, en prenant bien sûr en compte qu'il y a beaucoup de pauvres là-dedans. Ça représente malgré tout 2 fois la moyenne française, soit 10 fois plus que l'objectif que nous devons tous atteindre dans les 30 ans qui viennent pour ne pas risquer justement de déclencher les premiers points de bascule climatique. Pour savoir comment montrer l'exemple et réduire votre empreinte carbone personnelle, vous pouvez jeter un œil du côté de l'atelier 2 tonnes ou encore du puzzle des solutions climat. Et si vous voulez aller encore plus loin et faire bouger le monde autour de vous, je vous recommande Mush. Je vous mets tous les liens en description. Ah, Dubaï, on ne pouvait tellement pas trouver mieux comme inspiration pour construire notre grande utopie écologique et sociale. Mais au-delà de la symbolique du lieu, la COP28 a malheureusement aussi été entachée par de nombreux scandales avant et pendant les négociations. La compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis et son président le sultan Al-Jaber, qui était aussi le président de cette COP, se sont littéralement servis de la COP28 pour négocier des contrats pétroliers. Le mec a tellement fait un double jeu en fait qu'on pourrait carrément l'appeler Jafar. C'est quoi, vas-y, Al-Jafar. Héros de la planète ou criminel climatique, voici Al-Jafar dans son premier rôle, agent double. Disponible maintenant sur Disney+. Et puis il n'y a pas que, l'Arabie Saoudite a aussi été grillée avec des documents qui ont fuité, qui ont permis de comprendre qu'il voulait aussi faire des accords commerciaux de pétrole avec des pays africains pour créer de nouveaux marchés autour de l'or noir. Et puis c'est pas très étonnant, puisque Abdelaziz Ben Salman Al Saoud, ministre saoudien de l'énergie, avait dit il y a 3 ans, nous serons là jusqu'au bout, chaque molécule d'hydrocarbures sera extraite. Et puis cette année, on a aussi explosé le précédent record de 2022 du nombre de lobbyistes de l'industrie fossile, puisqu'ils étaient tout simplement 2500. On a juste fait x4. Et concrètement, en fait, on peut y voir 2 choses. Soit ils veulent gangréner le processus, ce qu'ils ont techniquement fait, soit ils paniquent et ils veulent protéger leurs intérêts, ou alors c'est peut-être les deux. Et puis bon, un système patriarcal qui se respecte fait aussi une merveille d'inclusivité pour cette COP, avec un total de 15 femmes chefs d'État sur 133 leaders présents. Alors le président de la COP, Al-Jafar, qui de son côté a nié l'évidence et la validité scientifique du besoin de sortir des énergies fossiles, avant d'ajouter aussi que la sortie des énergies fossiles signifierait le retour à l'âge des cavernes. Non mais sérieusement. Vous les activistes climatiques, vous êtes si stupides. Voyons voir. Oh, il ne pourra rien faire face à cet argument. Je m'apprête à te clouer le bec de façon irrémédiable, espèce de sous-fifre de Greta Thunberg. Sortir des énergies fossiles nous ramènera à l'âge de pierre. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, mon petit Yogi? Plus de pétrole, gaz, charbon et tu finiras en slip? Tu n'es qu'un climato-dénialiste, Seito Kaiba, et tes sophismes ne me font pas peur. Tout ceci n'est qu'une mascarade, un complot mondial pour restreindre nos libertés individuelles. Seito Kaiba, ton opinion personnelle ne peut rien faire face à la science. Et pour débunker toutes tes conneries, je joue
le rapport du GIEC. Non, non, je refuse, non! Non, tout ce que je voulais c'était rester dans le déni pour pouvoir surconsommer et combler mon narcissisme. Valérie, lance-lui les bases scientifiques, les conséquences de l'adaptation et la vulnérabilité, ainsi que l'atténuation des changements climatiques. Le rapport de synthèse était suffisant. Il faudrait peut-être leur dire qu'historiquement, les régressions technologiques dans l'histoire de l'humanité ont surtout été le fruit de changements climatiques. Il y a d'ailleurs une très bonne vidéo qui en parle. Elle explique en partie comment un événement climatique assez inédit est capable de tout faire basculer. Et bien sûr, comme à chaque COP, les technologies de capture et de séquestration carbone bénéficient d'une visibilité, comment dire, que leur performance réelle en fait ne mérite pas. Ouais, parce qu'elles ont carrément, s'il vous plaît, même le droit à leur salon privé où il y a tout le greenwashing du monde qui vient s'exposer et créer toute la dissonance cognitive chez des gens par exemple comme Lou, le fondateur du média Vert, qui était là-bas sur place et m'a envoyé des images qui personnellement m'ont littéralement effaré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-vous qu'il y a pas mal de gens qui vont dans ces salons et se disent « Ah mais c'est tranquille, regardez, notre avenir il est là, tout va rouler !» Une Formule 1 verte, un yacht vert et une police verte. Oui, c'est une série de gens en fait qui croient en la green tech salvatrice et bien sûr sans la présence d'un seul mot qui parle de sobriété. Et d'ailleurs le mot sobriété est véritablement le plus grand absent de cette COP. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement moi pendant cette COP j'ai été bombardé de publicités visiblement extrêmement bien ciblées, ils ont compris mon profil, sur la capture du carbone. Ouais, avec ExxonMobil je vous ai vu. Par contre au niveau du profil vous m'avez pris pour un écolo green tech. Les solutions technologiques auxquelles on pense pouvoir faire recours pour s'adapter au changement climatique ne nous protégeront pas à 2 degrés. Elles nous protégeront un peu, mais de loin, pas entièrement. Et d'ailleurs, la capture du carbone, j'y reviens, les niveaux actuels d'élimination du dioxyde de carbone basés sur la technologie, c'est-à-dire l'exclusion des moyens fondés sur la nature, tels que le reboisement et tout ça, s'élèvent environ, donc sur les technologies, à 0,01 million de tonnes de CO2, soit plus d'1 million de fois inférieur aux émissions actuelles de CO2 fossiles. On met une pause, on s'arrête là dans le texte. Oui, vous l'avez bien entendu, 1 million de fois inférieur toutes ces technologies dont on nous balance plein de publicité. Bref, dans un monde où les émissions de CO2 continuent encore et encore d'augmenter, comme le montrent d'ailleurs ces graphiques, ceux qui comptent exclusivement sur le développement de ces technologies et qui refusent d'envisager la décroissance du PIB croient un peu au Père Noël. Et comme vous pouvez le constater, c'est la saison. Joyeux Noël. Ça neige depuis le dérèglement, y a trop de CO2 dans le ciel, on en verra peut-être au printemps. Les enfants pensant à la terre font un appel, une prière. Petit papa Noël, je ne veux plus de bien matériel. Pour les produire, il faut détruire ce qui reste de mon avenir. C'est plus malin de m'offrir de l'amour et puis des rires, de passer du temps avec moi que de brûler du charbon chinois. La COP28 n'est pas là pour tout résoudre seule, pas plus que les COP précédentes. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, COP veut dire conférence des parties. Et c'est un nom qui ne dit absolument pas de quoi il s'agit, mais qui explique admirablement bien pourquoi à chaque fois ça foire. On en reparlera plus loin dans cette vidéo. Et si vous regardez sur le site de l'ONU, on apprend que la conférence des parties est l'organe décisionnel suprême de la Convention. Oui, voilà, et il n'y a pas plus d'infos. Mais de quelle convention tu parles? Je vous promets, allez voir le site internet, il parle juste de convention.bar, c'est tout. Bon, va falloir que je fasse leur taf. Et il s'agit bien entendu de la CNUC. À tes souhaits, qui signifie la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, autrement dit, et ça va être très important ce qui va être dit par la suite, c'est l'accord intergouvernemental qui définit comment les États se coordonnent afin d'atteindre l'objectif de prévenir les activités humaines dangereuses pour le système climatique. Et donc, très logiquement, les parties désignent les États membres. Et c'est là que c'est important, se coordonner ne veut pas dire explicitement qu'on doit faire. L'ONU n'est pas au-dessus des États et ne peut donc par conséquent absolument rien imposer à qui que ce soit, ni au pays, ni à ceux qui les dirigent. Et c'est pour ça que je garde toujours une très grande distance
tendance avec les annonces d'accords, etc. à la COP, c'est parce qu'en fait les États prennent des engagements qui sont tout simplement non contraignants. Et que la moindre problématique, qu'elle soit géopolitique, économique ou même climatique, justifiera tout simplement de reprendre les bonnes, mauvaises, vieilles habitudes fossiles. Et c'est déjà le cas d'ailleurs en ce moment, pendant que je vous parle, l'Inde qui bat des records de chaleur annuels et qui face souvent à la demande de consommation des climatiseurs, doit faire tourner à mort ses centrales à charbon. C'est de loin la source d'énergie fossile la plus polluante au monde. Et pourtant, de nouveaux projets de centrales au charbon continuent de voir le jour dans plusieurs pays. Plus de la moitié des nouvelles centrales à charbon construites dans le monde en 2021 se trouvent en Chine et 14% en Inde. Le charbon c'est mieux que rien. Donc les accords des COP, si au final ils ne les respectent pas, voire pas suffisamment, eh bien il ne se passe fondamentalement rien. Enfin si, le climat lui continue à se dégrader. Mais comme le dit l'ONU, ce processus encourage davantage les pays à prendre des mesures climatiques ambitieuses pour maintenir le réchauffement en dessous des 1,5 degrés Celsius. Donc oui, vous avez bien entendu le mot encourager. Donc vu sous cet angle, les COP en fait, c'est des sortes de gros big meetings. Vous savez, comme les grosses sessions de motivation collective là, qui se passent souvent aux États-Unis, parfois même chez nous en France et en Belgique, façon Tony Robbins. We have delivered history today. To right the unrightly wrong. To love, pure and chaste from afar. There's been a lot of talking for the last 28 years. To try when your arms are too weary. Now what we want is action. Et tu ajoutes à ça des moments d'euphorie, des lourdeurs administratives et protocolaires qui rendent le tout, on va dire, vraiment ultra chiant. Alors forcément, le résultat, il est pas foufou et les COP au final n'impulsent aux États qu'une timide envie d'agir, mais une envie d'agir quand même, il faut le souligner. Pour ce qui est des mesures ambitieuses, pour l'instant, on n'y est pas. Les engagements actuels des États sont largement insuffisants, comme le rappelle d'ailleurs le dernier rapport 2023 sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions de l'UNEP. Et d'ailleurs, même si les États les respectaient en intégralité, ce qui est peu probable, le climat serait en bonne voie pour malgré tout flirter avec les plus 3 degrés. Et oui, c'est le double de l'objectif de l'accord de Paris. Et c'est surtout largement au-delà du seuil de déclenchement de nombreux points de bascule climatique et de la déstabilisation, tout bonnement et simplement, de nos sociétés humaines. Voilà, donc ça c'était un des grands messages du deuxième rapport du GIEC, du deuxième groupe de travail, qu'au-delà de 2 degrés, c'est mission impossible pour l'adaptation. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir, de loin pas, mais ça veut dire que la vie va devenir... beaucoup de gens vont mourir et que la vie va devenir quand même assez impossible pour... beaucoup plus difficile pour tout le monde. On part dans l'inconnu, du coup ça va être super drôle. Alors oui, bien sûr, il est facile de pointer du doigt les Saoudiens, comme moi-même j'ai pu le faire, les Chinois, les Indiens ou encore les Américains, qui feraient tout pour bloquer les négociations, et il est en revanche un peu moins aisé de faire une forme d'autocritique de la France ou de l'Europe, qui est pourtant très loin d'être irréprochable. Et le problème, vous le savez, ou peut-être qu'on vous l'apprend, il est tout simplement structurel, comme nous l'explique Arthur. Donc globalement, chacun est là, pays ou pas pays d'ailleurs, délégation, industriel, pour défendre ses intérêts avant tout. C'est quand même un petit peu pénible. C'est quand même un petit peu pénible. C'est ça aussi qui me fait dire qu'on n'est pas en démocratie. La puissance et la force et l'omniprésence du lobbyisme fait que, voilà, on voit bien que les décisions, elles se prennent pas comme elles devraient se prendre au service et au nom du peuple, des peuples. Aujourd'hui, effectivement, les gens sont là pour défendre leurs intérêts privés ou nationaux contre l'intérêt général, contre l'intérêt même planétaire. Lors de la COP28, c'est pour moi le vibrant appel d'Emmanuel Macron, qui demande aux pays du G7 et aux pays émergents de sortir des centrales à charbon, qui incarne le mieux le chacun pour soi et la volonté de chaque participant de demander aux autres de changer et de tout faire pour surtout ne pas avoir à se changer soi-même. En effet, s'il y avait une priorité absolue, c'est que les émergents sortent du charbon. Les centrales existantes qui se concentrent largement en Asie aujourd'hui, émettront à elles seules suffisamment de CO2 pour que nous excédions la cible de 1,5 degrés Celsius. Oui, mais bon, c'est facile, la France elle a déjà fait ce boulot dans les années 70, 70, avec le fameux plan Messmer, et je ne parle pas du mentaliste. Encore une fois, coller les pieds ensemble, vous allez me regarder, vous allez fermer les yeux maintenant, fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, et vous commencez à dormir. Maintenant, dormez, Gwen, dormez.
vous vous sentez bien. Vous êtes au sol, vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus, dans un état de sommeil profond, très détendu et relaxé. Franchement, je trouve qu'il aurait été préférable que ce discours insiste beaucoup plus sur comment la France allait aider les fameux pays émergents à sortir du charbon et sur les efforts justement qu'allait faire la France pour sortir actuellement du pétrole. La dépendance, elle est immense. Et à partir du moment où tu commences à faire une autocritique toi en tant que puissant, y a rien de tel pour motiver les autres à faire des efforts également de leur côté. Parce que voilà, les pays riches dont la France et ses colonies par le passé ont balancé la majeure partie des gaz à effet de serre qui se sont retrouvés malheureusement en excès dans l'atmosphère, et leurs habitants font partie des 10% les plus pollueurs de la planète. J'échappe pas à cette règle, j'en fais littéralement partie. Et généralement, ce sont ces pays qui demandent aujourd'hui aux pays les plus pauvres de se développer autrement qu'avec du fossile. Mais je te dis pas ce qu'il faut faire, je te dis ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Mais dans l'idéal, effectivement, il faudrait changer de système économique et social pour organiser une décroissance massive. Mais dans cette décroissance planétaire des flux d'énergie et de matière, eh bien, effectivement, certains pays devraient décroître beaucoup. Un pays riche comme la France ou comme la Belgique devrait décroître massivement en quantité et travailler maintenant sur l'amélioration des aspects qualitatifs de la vie. Plutôt comme ça qu'il faudrait voir les choses, alors que d'autres pays ont effectivement besoin encore de croître quantitativement, mais aussi qualitativement, sans reproduire les mêmes schémas que nous, sinon on va pas s'en sortir. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué le truc en fait. Le développement de notre civilisation est lié forcément aux énergies fossiles, ce n'est pas certain qu'ils écoutent, c'est logique. C'est tout le paradoxe du 21e siècle. Les pays du Nord ont créé les règles du jeu, les ont imposées au monde entier de plein de façons différentes, parfois très violentes, notamment avec la colonisation. Et maintenant que ce système, ou devrais-je dire ce paradigme de pensée basé sur la croissance économique est rentré dans les cerveaux d'absolument tout le monde, on est en train de dire ah non désolé les gars, va falloir vous développer autrement. Ça relève de la schizophrénie. Et j'ai fait exprès de vous montrer des images de science-fiction avec des civilisations ultra développées parce que dans l'imaginaire collectif, à l'échelle mondiale, on croit que dans plusieurs générations, on va finir comme ça. Lors de la COP15 de Global North, ou en tout cas si tu préfères les pays occidentaux, quoi que tu peux rajouter aussi bien sûr la Chine et le Japon, donc tous les pays que tu vois qui sont mentionnés ici et qui ont plein de thunes. Petite pause, la Chine est quand même dans une situation particulière. Elle a toutes les caractéristiques du Global North, mais aussi du Global Sud. Pendant longtemps, on a dit que la Chine était en développement, mais aujourd'hui, c'est vraiment une des plus grandes puissances et économies au monde. Et la Chine s'est développée de façon très inégale, avec une partie de son territoire qui ressemble à ça, et l'autre partie qui ressemble à ceci. C'est pour ça que c'est un cas vraiment particulier dans l'échiquier mondial. Donc tous les pays ici qui ont plein de thunes avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud afin de les aider à faire face au changement climatique et justement de pouvoir se développer économiquement sans énergie fossile. Et non seulement les pays riches ont traîné des pieds pour tenir leurs engagements, et je suis désolé mais faut le dire, derrière il y a une arnaque de malade. Quand on regarde le détail, un quart de cet argent sont des subventions publiques, donc jusque là ça va, mais tout le reste là, les trois quarts, c'est de l'argent qui est tout simplement prêté. Et de l'argent prêté avec les mêmes taux d'intérêt que ceux qu'on retrouve sur les marchés financiers conventionnels. Et comme ces pays sont considérés comme à risque élevé de faillite, et ben forcément le taux de remboursement est plus élevé. Parfois même jusqu'à 5 fois plus élevé. Tu sais, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Non mais disons-le, ça c'est une forme vicieuse d'asservissement par la dette. C'est simplement maintenant une sorte de néo-colonialisme qui a pris différentes formes et qui, sous prétexte de développement, d'échanges internationaux, de commerce, etc., avec les règles de l'OMC, continue effectivement jusqu'à un certain point à servir des pays, exploiter les ressources des pays, exploiter indirectement aussi les peuples. Il y a même encore de l'esclavage aujourd'hui à l'heure où on parle. Et malgré ce tableau un peu noir que je viens de dresser, les COP permettent parfois des avancées qui sont quand même bien concrètes. Et sur ce point, la COP28, honnêtement, elle m'a agréablement surprise. Bon, agréablement surprise, ne vous emballez pas quand même, hein. Ici vous êtes toujours sur limite, voilà, on n'est pas sur une publication sponsorisée de Mac Lesguy, hein. Des avancées inespérées. Et on commence par le fonds des pertes et préjudices. Et c'est à la COP28 qu'a été officiellement créé le fameux fonds des pertes et préjudices dont on parlait depuis au moins 10 ans. Le but de ce fonds, c'est servir à dédommager les pays durement touchés par les événements climatiques extrêmes et sera financé par les États. Mais il y a quand même une faiblesse qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour les pays historiquement émetteurs de gaz à effet de serre de contribuer à ce fonds. Le caractère non contraignant de ce texte n'est-il pas justement un problème? Comment finalement s'assurer que les États respecteront leurs engagements financiers? Finito. Les premiers contributeurs à se faire connaître ont été les Émirats Arabes Unis, qui verseront
100 millions de dollars. L'Allemagne a annoncé le même montant. Le Royaume-Uni, 75 millions de dollars. Le Japon, 10 millions de dollars. Ça commence à être que dalle là. Et même Macron a annoncé que la contribution de la France pourrait aller aussi jusqu'à 100 millions de dollars. Mais n'a pas vraiment annoncé de montant bien ferme. Et au final, après des moments de négociation et de discussion, les pays avaient promis environ 700 millions de dollars. Ils ont réuni 700 millions pour prévenir de tous les dégâts liés au changement climatique. We have delivered history today. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. Et c'est absolument que dalle. Non, sérieusement, 700 millions, c'est vraiment anecdotique par rapport à l'ampleur des dégâts que l'on peut d'ores et déjà anticiper et même mesurer. On parle de 290 à 590 milliards de dollars dès 2030, et puis actuellement on est déjà aussi dans des centaines de milliards de dollars par an. C'est abusé. Et les 700 millions, c'est tout simplement largement insuffisant pour les désastres qu'on est déjà en train de subir. Je vais prendre par exemple la situation en août 2022. Une inondation monstrueuse avait recouvert un tiers du Pakistan et causé 10 milliards de dollars de dégâts. Autre exemple, depuis 2020, l'Afrique perd chaque année un montant effarant, de 7 à 15 milliards de dollars en raison des effets dévastateurs du changement climatique, que ce soit par les inondations ou les sécheresses. Mais je vous promets, 700 millions de dollars, c'est vraiment que dalle, quoi. Ça représente pile le budget qu'il faut pour reconstruire une partie des pertes qui ont eu lieu en Libye, là, suite aux grosses inondations. Au total, d'après les autorités libyennes, un quart de la ville a été détruit. Les images satellites rendent compte de cette violence. Ici, on peut voir que l'un des barrages a disparu. Le deuxième barrage, en amont, a lui été filmé par un habitant. Il n'en reste plus rien. Mais soyons positifs, c'est déjà un bon début et un symbole fort. Car financer ce fonds, c'est admettre que par des émissions de gaz à effet de serre, nos pays riches ont causé du tort aux autres. Et j'aurais aimé personnellement que la Belgique donne plus que les fameux 11 millions. Mais bon, visiblement mes amis flamands étaient formellement contre l'idée de la création du fonds. Franchement, ils me font peur pour les prochaines élections, eux. La reconnaissance du lien entre climat et la santé. Ouais, ça c'est un autre symbole fort. Toute une journée a carrément été consacrée à parler des liens entre changement climatique et santé, et c'est ce qui a été appelé la COP28 Health Day. There's a new study by George Mason and by the Chan School at Harvard, which underscores that coal is in fact doubles the number of deaths. Cette journée du Health Day a également vu la mobilisation d'1 milliard de dollars par les gouvernements, des institutions aussi internationales et des acteurs non étatiques sur les enjeux santé-climat. Et ça c'est sympa, il faut le souligner. Le Global Stock State. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Afin d'aider les gouvernements à évaluer leurs progrès en matière d'action climatique et les inciter justement à renforcer leurs ambitions, l'accord de Paris de 2015 prévoyait un point important, un petit point de contrôle comme ça qui devait se passer tous les 5 ans, voir si t'as un bon bulletin et tout. Bon, il y a malheureusement eu un petit peu de retard au démarrage, mais ça y est, cette année a eu lieu le premier Global Stock State. Ce bilan se concentre sur 3 aspects. L'atténuation du changement climatique, l'adaptation à ses conséquences et le financement des actions, parce que forcément, il faut de la moula pour gérer tout ça. Et important, ce bilan, il est collectif. Il ne s'occupe donc pas des progrès réalisés par les différents pays individuellement, mais se concentre sur l'effet global des mesures prises. Et après le bilan, les pays ont 2 ans pour soumettre leur rapport à la CNUC et justement détailler les mesures qu'ils entendent prendre pour renforcer leur action. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on a plus de 30 ans de retard, hein. Mais bon, je vais essayer d'être un petit peu optimiste. C'est quand même enfin top qu'on ait pu prendre une mesure d'amélioration continue, histoire que de ramener un petit peu ton bulletin tous les X temps, voir de quoi il en retourne et pouvoir un peu aiguiller le monde entier, c'est plutôt sympa. Mon coup de cœur personnel. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, on n'en a pas suffisamment parlé dans la presse, et c'est d'ailleurs sans doute par là qu'on arrivera à faire d'ailleurs énormément de chemin avec très peu de moyens. C'est dans la fameuse reconnaissance du rôle capital des peuples autochtones du monde entier. Et cela a été acté à la COP28. Et je suis content. Pour ceux qui ne savent pas, les peuples autochtones ne représentent que 5% de la population des êtres humains sur Terre. Oui, forcément, ça peut être que sur Terre en même temps. Mais protègent 82% de la biodiversité mondiale. Ce sont tout simplement les héros de notre époque. Et qui malheureusement, encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, comme ça a été le cas au Brésil sous Bolsonaro, sont souvent considérés comme des sauvages. Ouais, par des cultures dominantes qui sont présentes sur place, hein, les cultures locales, les élites, qui sont souvent occidentalisées dans leur idéologie et pour qui les peuples autochtones, que ce soit les peuples originaires d'Amazonie ou ailleurs, sont un peu des pauvres là-bas, âge des cavernes et tout le bordel, quoi. Si tu veux en savoir plus sur le rôle des peuples autochtones et à quel point il est prépondérant pour notre avenir sur Terre, je t'invite à regarder cette vidéo qui est ici, que tu trouveras en référence bien sûr, qu'on a sorti il y a plus ou moins 1 an et qui explique tout en détail. Je t'invite à la regarder, la liker, la commenter, tu connais les bails. L'union sacrée.
Donc les pays signataires de la CNUC ont officiellement appelé à accélérer le déploiement de toutes les technologies à faible émission de CO2, ok, donc aussi les énergies renouvelables, ainsi que celles qui permettraient de retirer du CO2 de l'atmosphère. Et il en faudra forcément pour arriver à la neutralité carbone. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et du coup, les textes prévoient de passer par le nucléaire. C'est incroyable. Est-ce que ce serait la fin des querelles stériles? Non, franchement, c'est ce que j'espère, parce qu'il n'y a rien de mieux pour expliquer le clash qu'il y a entre les pro-éoliens et solaires et les pro-nucléaires que ceci. Tous les écolos sont super fans de moi. Tu veux dire les écolos mainstream? Eh oh, moi je produis pas des déchets dangereux d'abord. Ah ouais? Eh ben moi au moins je suis disponible à la demande, monsieur. C'est bien, mais moi je suis en pleine croissance, figure-toi. Il faut voir à quel prix. Allez, je vais souffler. Oh, regardez ces énergies, ils sont si mignons. Et jusqu'à même la veille de la clôture de la COP28, les forces du Mordor œuvraient à plein pot pour empêcher justement la sortie des énergies fossiles d'être actée dans les accords. L'OPEP, à savoir l'alliance des supervilains, excusez-moi, ma langue a fourché, l'alliance des pays exportateurs de pétrole, a envoyé un courrier tous ses membres. Et pas de bol, il a fruité. On peut dire que le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al-Gaïs, était vraiment en panique. Juste avec cet encart, le mec montre qu'il est complètement effrayé de voir qu'il est possible qu'il y ait une élimination progressive des combustibles fossiles qui soit notée dans l'accord. Qui demande en fait tout simplement à ses membres de s'opposer à toute mention de la sortie des énergies fossiles dans le texte principal de la COP28. Car oui, pour l'OPEP, parler de l'objectif de neutralité carbone, c'est ok. Mais officialiser que pour l'atteindre, on n'a pas le choix, qu'il faut cesser de brûler des combustibles fossiles, ça c'est un gros tabou. C'est à croire qu'il refuse de se souvenir que brûler du pétrole émet du CO2. Peut-être qu'il croit au Père Noël aussi, on ne sait jamais. Et aussi en la capacité des technologies de capture et de stockage à retirer tout le CO2 qu'on enverra et qu'on a déjà balancé dans l'atmosphère. Non mais développer des technologies autour de ça, c'est géologiquement divin quoi. It is our vision to capture 1% of global CO2 emissions in 2025. Mais ta gueule! Ça coûte super cher, c'est une mise en œuvre qui est ultra complexe, ça consomme plein d'eau et plein d'énergie, et en plus de ça, ce sont les Bill Gates et Elon Musk et toutes les compagnies pétrolières, y compris le sultan Al-Jafar, l'agent double qui a investi massivement dedans, juste pour pouvoir continuer à se faire un maximum de thunes et brûler la planète! Et ce courrier, forcément, très logiquement aussi, était envoyé aux Émirats Arabes Unis, pays organisateur de la COP, ça la fout mal, et du coup, grosse pression de dernière minute sur le président de la COP, et qui se retrouva pris entre sa volonté de montrer l'importance grandissante des Émirats Arabes Unis sur la scène politique internationale, via, de préférence, un accord ambitieux, et l'injonction contradictoire, et surtout à contre-courant de l'histoire de ses collègues pétroliers. Al-Jafar, dans son premier rôle, agent double. This historic achievement. Bonne surprise, alors qu'on n'y croyait plus, et personnellement moi non plus, l'accord définitif part bel et bien de la sortie du fossile, même s'il prend bien soin de ne pas nommer explicitement le pétrole et le gaz. Et attention, parce que le diable se cache souvent dans les détails. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir faire un petit peu d'anglais, donc préparez-vous parce qu'il va falloir vraiment comprendre les nuances entre phase down et phase out. Même si tout le monde ne le comprend pas ainsi, to phase out fossil fuels signifie littéralement cesser progressivement d'utiliser des énergies fossiles. Ce serait programmer purement et simplement l'arrêt total de leur utilisation. Alors oui, franchement, c'est sûr que pour le climat, ce serait top, mais même le GIEC n'envisage pas un instant une sortie totale d'ici 2050. Comme le rappelle le scientifique Glenn Peters, il n'y a pas de scénario de réduction des émissions de CO2 où des énergies fossiles disparaissent à 100% dans le rapport du GIEC. Non, je vous promets, ça n'existe pas, allez vérifier. To phase down fossil fuels signifie donc réduire progressivement l'usage des énergies fossiles, ce qui correspond aux différents scénarios contenus dans le rapport du GIEC permettant de rester en dessous des plus 2 degrés. Mais comme diplomates et politiciens n'en ont rien à carrer de ce que disent les scientifiques, cette dernière semaine, les positions se sont littéralement cristallisées entre phase out et phase down. Et finalement, tout le monde s'est mis d'accord sur l'expression
transition away. What the fuck is this? I don't know. To transition away, en fait, ça veut sensiblement dire la même chose, avec juste ce qu'il faut de flou pour que chacun comprenne tout simplement ce qu'il a envie. Non mais franchement, de tels chipotages et de simagrées en disent vraiment long, en fait, sur le niveau de gaminerie ambiant chez nos diplomates. Et pour une fois, mon camp, et même moi-même, j'ai envie de dire pour le coup, hein, parce que j'ai dû me remettre à jour, donc le camp des plus ardents défenseurs du climat, on a littéralement snobé le rapport du GIEC. On a littéralement zappé qu'atteindre la neutralité carbone n'implique pas forcément un arrêt total des émissions de fossiles. Je crois néanmoins qu'avec tout ça, on peut dire que si cet accord ne provoquera pas de grandes révolutions du jour au lendemain, il va clairement dans le bon sens. Et ça, faut pouvoir le souligner aussi. Soulevons néanmoins quelques petites lacunes, petites parts d'ombre par-ci par-là, qu'on va passer vite, hein, histoire de pas trop casser les good vibes. Le texte indique call zone, donc invite les États à faire des efforts. Et le terme call zone, encore un terme qui est sorti de mon cul, car il n'y a absolument aucune mention de responsabilité commune mais différenciée, qui ferait tout simplement porter le gros du travail dans les réductions d'émissions de CO2, etc. et changement climatique aux pays historiquement les plus pollueurs. Et cet accord, en fait, il insiste sur la souveraineté des États. Donc faire des efforts de façon souveraine. Et malheureusement, vous avez capté que ça nous ramène à ce que je vous ai raconté au début de cette vidéo. C'est parti Marcel, on fait un flashback. Et c'est là que c'est important, se coordonner ne veut pas dire explicitement qu'on doit faire. L'ONU n'est pas au-dessus des États et ne peut donc par conséquent absolument rien imposer à qui que ce soit, ni au pays, ni à ceux qui les dirigent. Alors ensuite, l'accord est resté littéralement dans le flou sur le rythme de sortie du fossile. Le GIEC d'ailleurs, lui de son côté, est très clair, hein. Nos émissions doivent baisser de 67% d'ici à 2050 pour rester sous les 2 degrés et plus que la moitié d'ici 2030 pour rester sous les 1,5 degrés. Et c'est ça qui est le plus drôle dans ce que je vais vous raconter, c'est que sans trajectoire et avec juste une date, les États et entreprises exportatrices d'énergie fossile pourraient très bien continuer leurs activités comme si de rien n'était et même augmenter la production jusqu'en 2049 sans changement structurel et puis tout fermer en 2050 en mode ça y est, c'est bon les gars, on a respecté les accords. Ah, mesdames et messieurs, voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons réussi à baisser significativement notre production de pétrole et de gaz après un travail acharné de nos collaborateurs de chez Total Energy et grâce aux progrès techniques. Et je vous demande s'il vous plaît de ne pas écouter, ne pas croire tous ces médisants que notre baisse significative serait due à des événements climatiques intenses et généralisés à la planète. Qui aurait créé des déstabilisations partout, empêchant l'exploitation du pétrole. Non, ne croyez pas ceux qui disent que nos plateformes pétrolières ont été arrachées par les ouragans et que nos structures de gazières ont été avalées par la terre sur le permafrost qui a fondu. C'est que de la couille, comme vous pouvez le voir derrière moi, mesdames et messieurs. Tout va bien. Et l'accord ne précise pas non plus l'absolue nécessité de ne plus ouvrir de nouveaux projets fossiles, alors même que l'AIE, Agence internationale de l'énergie, l'a reconnu de son côté qu'il fallait arrêter absolument de le faire. Et puis bon voilà, ça c'est aussi un petit bémol, hein, c'est que l'accord reconnaît que des transitional fuels pourraient faciliter la transition tout en maintenant la sécurité énergétique. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce point y craint à mort. Le fuel de transition dont il est question ici, c'est très probablement du gaz fossile, qu'ils appellent pour bien faire vert le gaz naturel. Et on est en train tout doucement de s'apercevoir que du fait des fuites, il pourrait être bien plus destructeur pour le climat que le charbon qu'il est censé remplacer. Et d'ailleurs, je fais quand même un gros big up à l'avocat Seb Deuil qui a souligné un truc totalement juste, que Transitional Fuels, c'est la sémantique, le vocabulaire littéralement utilisé par la compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis, l'ADNOC. Al Jafar, agent double. Alors tout aussi craigneuse dans l'accord, il est question de phase down le charbon non capté, donc pas de phase out. Et quand on connaît la quantité de charbon que l'humanité pourrait transformer en CO2 dans les décennies à venir, c'est vraiment plus qu'inquiétant. Alors point important, l'accord appelle également à cesser de subventionner inutilement les énergies fossiles. Autrement dit, l'accord est tout simplement en train de nous appeler implicitement à subventionner utilement les énergies fossiles. On parle quand même tous les ans de 7000 milliards de dollars de subventions pour les énergies fossiles. Espérons quand même, sans trop y croire, que les États ne seront pas assez stupides pour subventionner le gaz et le charbon au prétexte que les nouvelles installations seront amenées à remplacer des installations vétustes, plus polluantes encore. Non mais il pourrait nous sortir une douille dans le genre, hein. La sortie des énergies fossiles est conditionnée au fait qu'elles soient justes, ordonnées et équitables. Des termes qui sont suffisamment flous pour laisser la porte ouverte à de nombreux abus et interprétations. Alors les solutions purement
développement technologique plaisent décidément un peu trop aux diplomates. Hein. La sobriété et la décroissance, bon, elle n'est clairement pas du tout au programme. Le texte, il a été réduit et ne contient absolument aucune formation sur les objectifs et les délais. Et oui, ils n'ont même pas parlé du fait que les conclusions du GIEC ont précisé qu'il existe des limites à l'adaptation, des limites de temps, etc. Bon, bref, je pourrais vraiment encore t'en parler pendant des heures, mais je pense que tu as remarqué toi-même que la longueur de cette vidéo est assez exceptionnelle pour ce type de format. Donc, en définitive, s'il fallait résumer, cette COP, il y a eu du bon et du moins bon, parfois du mauvais, et fondamentalement, tout reste à faire et nous avons aussi, bien entendu, de notre côté, un rôle à jouer. Je pense bien sûr aux élections européennes qui approchent, donc pensez bien sûr à vous inscrire pour les pays où il faut le faire, mais aussi à notre capacité à nous de nous changer nous-mêmes. Et forcément, à partir du moment où on arrive à changer nous-mêmes, c'est plus facile pour changer les autres autour de nous. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette vidéo, Arthur Keller pour sa vision, Thomas Wagner pour son super article, mon complice et co-auteur Joël Gréa. Et surtout, merci à vous les tipeurs, vous êtes vraiment la locomotive de cette chaîne et de préférence sans charbon. Merci vraiment pour tout le bien que vous nous faites. Et pour conclure cette vidéo, on va faire un roulement de tambour, devinez où aura lieu la prochaine COP. À Bakou, en Azerbaïdjan, une dictature dont l'économie dépend à plus de 60% de ses exportations de gaz et de pétrole, et dont 97% de sa consommation en énergie vient des énergies fossiles. Voilà. Alors, ce que je vous conseille de faire, si jamais ça vous chauffe, écrivons quand même aux Nations Unies pour leur demander d'éviter les conflits d'intérêts dans les prochaines COP, hein, révoquer les badges d'accès aux lobbyistes du fossile, voilà, comme on l'a fait pour l'industrie du tabac, ça a porté ses fruits. Donc non, aller négocier avec ceux qui envoient la planète vers les flammes de l'enfer, personnellement, je suis pas pour. Et puis, ce serait cool aussi de changer le format des COP, histoire qu'au-delà des propositions, il y ait surtout des obligations contraignantes pour les États. Merci à tous et surtout, avant de finir cette vidéo, écoutez très attentivement ce qu'Arthur Keller a à vous dire. Ciao, big up Vince et abonnez-vous à Limite.